Salut à tous, amigo mio, TVO Triofante. Salut Mother. Je vois que tu as bien pris le café ce matin. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir que tu bois le café dans des bonnes tasses. Salut. Salut Vivier, salut Iki, salut Football Addict, salut le Red, salut Fred Guada, merci à tous d'être là, salut Monsieur Tatillon. Et par contre, Football Addict, je ne peux pas revenir sur Twitter, j'essaye de me ménager, mais vous pouvez venir sur Blue Sky. D'ailleurs, on va parler un peu de Blue Sky. C'est vrai qu'il y a moins de monde sur Blue Sky, mais franchement, j'essaye ces temps-ci de m'énerver de choisir sur quoi je m'énerve. Et si je suis sur Twitter, c'est juste m'énerver tout le temps. Ce n'est pas une très bonne idée. Salut Snally, Kimi, JC, ça fait plaisir de vous revoir. On va essayer de lancer cette saison en parlant de foot, puisqu'apparemment l'Olympique de Marseille serait également un club de foot et pas seulement une société de production de télé-réalité. Des fois, on joue au foot dans cette institution. Donc, on va essayer de parler de foot avec ce début de saison un peu mitigé. Un peu mitigé et un début de saison déjà qui fait relativiser l'importance des matchs amicaux parce que pendant les matchs amicaux, là, l'OM a été plutôt bon, a fait une très bonne préparation et on avait un peu tendance à dire on va tout défoncer, etc. Bon. C'est pas forcément le cas. Les matchs amicaux, ce sont des matchs de préparation. Il faut les prendre comme tels et pas autre chose. Il faut aussi voir les limites qu'il y a dans les matchs de préparation, des limites qu'on avait déjà un petit peu vues. Et d'ailleurs, à l'extrême opposé du spectre, sur l'histoire des matchs amicaux, il y a Toulouse qui avait fait une préparation mais désastreuse et qui là a gagné ses 2 premiers matchs. Ce qui veut aussi ne pas dire que Toulouse va finir sur le podium cette saison. Voilà, c'est toujours le truc des conclusions un peu hâtives. Bon, voilà, le Toulouse réussit ses 2 premières journées de championnat. L'OM, c'est un peu plus mitigé et on va essayer de voir un petit peu pourquoi. Salut Ricky, désolé pour tes AirPods, mais oui, la rediff va arriver vite sur YouTube. Je vais essayer de mettre ça dans la foulée cet après-midi, donc ce sera sur YouTube. Voilà, et Vivier qui dit il faut relativiser aussi concernant nos 2 matchs, le recrutement n'est pas fini et les automatismes ne sont pas encore là. Oui, mais justement, il faut relativiser, tu as parfaitement raison, mais il y a des problèmes un peu récurrents à l'Olympique de Marseille et c'est de ça dont j'aimerais parler. Alors, il y a des problèmes récurrents. Alors d'abord, puisqu'on parle de problèmes récurrents et de personnes qui sont capables de les expliquer bien mieux que moi, on va aller voir, voilà, ici, Florent Tognuti a fait une vidéo, il en avait même fait plusieurs. Pendant la pré-saison, il en avait fait un petit peu sur ce qu'il voyait les problèmes en défense. Là, il a publié un best-of un peu de son live sur les problèmes du milieu et c'est chaudement recommandé parce que il sait de quoi il parle et par exemple, je ne m'étais pas trop concentré sur le pressing un peu défaillant de la première ligne Aubameyang-Gouiri contre le PFC et il explique ça de manière brillante. Donc n'hésitez pas, Florent Tognuti, sur YouTube, vous tapez son nom. Il ne faut surtout pas hésiter à vous abonner. C'est l'un des meilleurs journalistes tactiques qu'il y a en France et voilà, il parle de foot et il en parle très très bien. Donc il y a des problèmes un petit peu comme cela. Après, toutes les équipes ont des problèmes aussi. Hein. Quand je dis il y a des problèmes, il y a des problèmes. C'est bien sûr à relativiser, tout n'est pas parfait, mais on essaye de régler ça. Mais en tout cas, ce sur quoi moi je voulais parler aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais le 5e homme en attaque. Et notamment le latéral gauche. Alors l'année dernière, on a beaucoup parlé de Quentin Merlin.
sur cette chaîne en tout cas, parce que je trouvais que Quentin Merlin n'était pas suffisamment bon sur une grande partie de la saison, alors qu'il avait été super important au tout début de la saison. Et Fred Guada met le doigt dessus dans le chat, puisqu'il parle voilà, de Murillo et Garcia, la perte du ballon qui repique dans l'axe, qui laisse des espaces à l'adversaire, mais aussi en attaque, à qui on demande en fait de se comporter comme des milieux de terrain offensifs. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Par quoi on va commencer? Parce que j'ai ouvert 50 000 trucs. On va commencer par ça. Voyons voir alors à quoi ça ressemble ici. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le schéma tactique qui a permis la saison passée à l'OM de réussir à faire ses meilleures performances. Vous vous souvenez, le moment où en fait on repasse avec deux pistons, hop, si tu veux bien, avec deux pistons qui étaient Luis Enrique ou Garcia ou Merlin ici. Donc on pouvait défendre à 5. Donc on était solide en défense et on pouvait attaquer à 5 puisque Luis Enrique a des automatismes d'ailier, avait des automatismes d'ailier. Il pouvait donc monter. Greenwood qui a des lacunes dans le jeu défensif qui nous avait coûté assez cher en début de saison, on l'a repositionné dans l'axe où on lui demande moins de revenir. On va voir que ce problème de l'ailier qui doit refermer, ben, il peut se reposer par moment à l'Olympique de Marseille et que donc, bah, si tu demandes à Greenwood de fermer le côté, tu vas au-devant de grandes désillusions, je pense, pour défendre, voilà, bon, au-delà de ce que je peux penser du joueur, etc., qui est très fort en attaque, mais bon, je pense que tout le monde, même ses défenseurs, seront d'accord pour dire que c'est pas vraiment un foudre de défense. Donc ça fonctionnait à l'Olympique de Marseille. On avait donc Luis Enrique, Greenwood, Gouiri, Rabiot ici qui permettait en plus de ça, des fois, eh ben, il redescendait un petit peu là, Højbjerg pouvait monter, ou alors si c'était pas Højbjerg, eh ben, c'était Rongier. Donc ça permettait la présence de Rabiot d'avoir beaucoup de mouvements et d'imprévisibilité. Et là, sur le côté gauche, voilà, c'était pas génial. On a essayé pas mal de choses. Merlin qui a été quand même assez insatisfaisant. Et en fin de saison, donc c'est ce qui a expliqué un peu aussi, je pense, la remise en cause tactique. Mais ça fonctionnait. Et en plus de ça, à un moment, ce mec-là qui est Murillo, il a commencé à monter et à s'insérer ici. Donc là, ça devenait vraiment difficile à gérer pour les adversaires, puisque vous aviez Greenwood, Luis Enrique, et en plus de ça, Murillo. Donc j'en ai fait plein de vidéos parce que vraiment, je pense que c'est ce qu'il y avait de plus intéressant dans l'animation offensive de l'OM la saison passée. Le fait que Murillo se permette ces montées très fréquentes. Le nombre de fois où il est arrivé dans ce truc-là, je reviens toujours sur les mêmes trucs, mais centre contre Monaco, penalty, ici contre Rennes, il offre un but contre le Havre, il me semble. Il est là, il marque. Il était super décisif et super difficile à gérer. Il allait dans cette zone, donc il ne jouait pas comme un latéral qui allait bouffer la ligne. Il allait, voilà, entre le milieu offensif axial droit et le piston droit, et il rentrait là-dedans et s'il foutait un bordel pas possible, et ça fonctionnait très très bien. Et hop, il se dépêchait de revenir en défense. Donc on avait toujours une assise défensive. Et d'ailleurs, quand il montait, tout à l'heure, je parlais aussi de Rabiot qui pouvait redescendre. On pouvait aussi avoir un Rongier qui prenait sa place ici, par exemple. Et on pouvait avoir une réorganisation. Donc on avait toujours un truc qui était assez solide défensivement et très compliqué à gérer offensivement. Donc ça, c'était assez positif. Tous les latéraux ne sont pas Marcelo période Real Madrid, mais même Marcelo période Real Madrid, mon cher Moser, je sais pas si il serait capable de faire ce que j'ai l'impression que Roberto De Zerbi demande
à son latéral. Alors attendez, je vais un peu mettre de l'ordre dans mes 5 milliards d'onglets, puisque maintenant, donc ce truc-là qui a très bien fonctionné, en fait, j'ai l'impression que De Zerbi est en train de le pousser un petit peu à l'extrême. On va commencer par où? Tiens, on va commencer par Blue Sky. Puisque je vous disais, rejoignez-moi sur Blue Sky. On parle pas assez de foot, mais on peut le faire si vous venez. Donc n'hésitez pas. Donc c'est Ben qui me dit, lorsque De Zerbi arrêtera aussi de vouloir passer de 4 à 3 en défense avec un latéral qui devient limite 10, obligeant à d'autres de se décaler, ça ira mieux. L'an passé, lorsqu'il a fixé à 3 derrière et 2 pistons, bien mieux, et de la vitesse, le but contre Lille, Lyon, Auvel, etc. Et je suis totalement d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'à la base, il demandait à Murillo de faire des dépassements de fonction et de montée. Maintenant, hop, on va replacer un peu tout le monde. Maintenant, il demande limite à Murillo de venir... alors, ça va être un peu le bordel. Donc, Murillo qui maintenant va être le 2, donc... Si vous voulez, on va l'effacer. Parce que contre Rennes, par exemple, donc Murillo est plutôt placé à gauche. Donc on a tous dit, ah, latéral gauche, machin, tout ça. Et on demande à Murillo, bah tu viens là. Maintenant, tu viens là. Et t'es positionné là. Et c'est plus des projections. C'est un positionnement. Et je pense que ça pose pas mal de problèmes. Et que ça devient un peu le bordel, ça devient un peu illisible ce que l'OM essaye de faire en attaque, c'est-à-dire qu'on dit à un latéral, donc déjà qui est plutôt un latéral droit, on le positionne à gauche, on lui dit mais tu vas jouer comme un milieu offensif axial gauche, ça devient un peu compliqué. Et j'avais mis, voilà, j'avais repris un petit peu, vous voyez ici, Murillo, là on est en fin de première période, il est là. Donc là il y a Jonathan Rowe, là il y a Murillo, Gouiri et Angel Gomez qui s'était un peu projeté. Mais Murillo, il a passé une bonne partie du match à Rennes ici. Et ça devient compliqué d'ailleurs sur WhoScored. Voilà. Sur WhoScored, vous voyez, Murillo, il le positionne milieu offensif gauche. Alors t'es gentil, hop tu dégages parce que sinon on comprend plus rien. Est-ce que c'est bien cadré? Voilà. Là en fait, de dire à un mec qui est là, ok projette-toi, tu crées du déséquilibre et tout, c'est une chose. Par contre de lui dire, ok alors normalement tu joues là, mais maintenant tu vas jouer là et tu te positionnes là, pour permettre des déviations, des choses. Bah, c'est plus compliqué. Et je pense d'ailleurs, après je vais vous lire un petit peu, je vais faire un petit peu un tour du chat parce que je suis un peu parti dans une explication et je vais au bout et après on discute. C'est vraiment quelque chose qui est voulu par De Zerbi. Après le match contre Aston Villa, il donne une réponse assez intéressante qui a été, je trouve, assez mal retranscrite dans la presse. Et puis, c'était pas forcément ce qui intéressait. Mais j'espère que vous allez avoir le son. Alors, je vais couper mon micro et je vais essayer de mettre la conf de Zerbi. Donc, quand on lui demande, est-ce qu'il va recruter un latéral gauche? Et écoutez, sa réponse, elle est assez intéressante, même si je ne parle pas italien, mais entre la traduction et le tout petit peu que je peux comprendre, tu dis ah ok c'est ça qu'il veut. Écoutez en tout cas. Et est-ce que selon vous, c'est pas aujourd'hui, compte tenu du mercato, c'est pas devenu une priorité cette fin de mercato? Merci. Ouais, là vous entendez? Ok, bon je vais laisser comme ça, je pense que... Ok, allez. Écoutez sa réponse, elle est très intéressante. Alors oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrivera à ce poste-là. Après, c'est vrai que Murillo peut le faire, Nadia peut le faire. Là, ce soir, il y avait quand même une junior en face qui est très rapide. Donc, je voulais pas que ce soit trop difficile de défendre pour Nadia sur ce poste-là. Mais après, c'est pas vraiment des pistons. Au final, c'est des joueurs qui réussissent quand même à s'insérer, qui sont plus au milieu du terrain, à l'intérieur. Sur les couloirs hauts, en phase plus agressive, moi je préfère avoir des joueurs comme Rowe, comme Greenwood qui vont vraiment dans le 1 contre 1, qui sont forts dans les duels, et eux plus pour des postes entre les lignes, voilà, pour s'insérer, comme des joueurs comme Garcia, Murillo peuvent le faire.
on n'a peut-être pas les qualités du dribble dans les espaces fermés, etc., mais qui savent vraiment après attaquer quand les espaces sont un peu plus larges. Et c'est comme la situation qu'on a eue avec le premier but d'Aubameyang d'ailleurs. Donc voilà, il faut qu'on réussisse à mieux bouger un peu le ballon parfois. En première mi-temps, c'était un peu trop lent à mon goût, mais après, voilà, c'est quelque chose qui peut être mis en place. On peut défendre à 4. On va voir aussi, voilà, forcément la construction avec le ballon en phase à 3. Ça dépendra en fonction des situations. On pourra défendre à 3, à 4, à 2. Ça, on le décidera par la suite. Bon, voilà, hop, allez, ça je peux l'éteindre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, il dit exactement... je vais remettre un petit peu d'ordre là, c'est un petit peu le bordel. On dirait vraiment le jeu de l'OM. Blague, ça va. Mais en fait, ce qu'il dit exactement, voilà, là, il dit non, je ne veux pas un piston. L'idée qu'on a beaucoup, ou même un latéral. Parce que la question qu'on lui pose, c'est est-ce que vous allez recruter dans cette zone un peu du latéral gauche? Et il dit non. Il dit moi, je veux quelqu'un qui s'insère dans le milieu. Donc voilà, quelqu'un qui va... En fait, il veut vraiment des gars qui vont monter, qui vont devenir ce cinquième homme un peu en attaque, ce que j'appelle le cinquième homme, le cinquième élément, si vous voulez, entre les deux ailiers, le 10, le 9, et puis là, tu rajoutes un Murillo ou un Garcia qui va s'insérer ici et qui va permettre d'apporter du surnombre. Mais là, on est sur quelque chose de vraiment différent que les projections de Murillo. Les projections de Murillo, tu avais les 5 joueurs et ensuite tu avais Murillo qui se projetait. Là, non. Là, tu vas dire, comme à Rennes, encore une fois, à Rennes, en plus, c'est assez particulier parce que tu as rapidement ce carton rouge, mais à Rennes, Murillo, il est milieu offensif. Il est milieu offensif axial. Là, c'est l'action... Je suis désolé, c'est pas vraiment génial, mais bon, je fais attention pour ne pas me faire striker. Voilà, là, c'est l'action du poteau. Du poteau, vous voyez, encore une fois, Murillo, il est axial. Et en fait, tout le match, Murillo, il est axial. Et encore une fois, je vous remontre ici, Murillo sur WhoScored, il est axial. Donc en fait, on veut maintenant que Murillo ou Garcia soient des milieux offensifs axiaux. Pas tout le temps, parce que c'est pas ce qu'on a fait face au PFC. Mais à Rennes, c'était ça. Quand il parle de recruter, il parle de ça aussi. Alors voilà, ici, on va aller sur les heatmaps. Donc je vous rappelle les heatmaps. En fait, c'est là où les joueurs touchent les ballons. Vous voyez, là, Murillo. Donc Murillo, il a touché des ballons. Le plus où il a touché de ballons, c'est ici. Il en a touché ici, ici. Et quelques-uns quand même ici, parce qu'on lui demande quand même aussi de redescendre, défendre. Alors en effet, si on reprend le truc... Bah, oui, en effet, Murillo, il peut redescendre et faire le latéral gauche en position défensif. Mais des fois, bah, tu vas être un petit peu dans la merde si il est un petit peu trop haut. Donc, ça va être Angel Gomez qui va faire le latéral ou alors Højbjerg qui va être ici. Bon, c'est un parti pris. C'est un parti pris. Comme tous les partis pris, ça peut réussir, ça peut rater. Il faut toujours voir ça avec... Enfin, il faut d'abord voir ce que ça donne, quoi, parce que ce sont des mecs qui sont beaucoup plus compétents que vous et moi, les coachs, mais pour l'instant, c'est quand même pas génial, quoi, et c'est un petit peu prévisible, et tu mets un petit peu des gars comme Murillo dans cette position-là. Et ce pourquoi je pense qu'il est important d'en parler, c'est que là, on est apparemment sur le point de signer Emerson Palmieri. Et je vois beaucoup de monde, comme bien sûr, vu que c'est le mercato, on parle, Emerson va signer, on dit oui, bah, il a de l'expérience, il a ceci. En fait, moi, je comprends pourquoi le profil d'Emerson Palmieri est intéressant. Oui, l'expérience, etc. Mais tactiquement, en fait, tactiquement, et ça... Personne n'en parle, ou alors je n'ai pas vu passer, mais tactiquement, parce que tu comprends que voilà, Emerson Palmieri, dans sa carrière, il a joué un peu partout, même un petit peu milieu central, bon, pas souvent, ou défenseur central, voilà, il a joué 2 matchs là, mais il peut dépanner un peu partout, et
Surtout, c'est plus un joueur un petit peu rigide. Enfin, moi, je le connais, je l'ai beaucoup vu sa saison à Lyon, qui était la saison 2021-2022. Mais sinon, je l'ai peu vu avant et après. Mais par exemple, sur ce que j'ai vu à Lyon, même s'il était vraiment voilà, milieu gauche, arrière gauche, mais plutôt arrière gauche, en fait, ses caractéristiques techniques, ce dont je me souviens du joueur, je me dis, ok, ouais, bah oui, en fait, lui, il va être parfait pour le positionner là. Tu vas pouvoir lui dire, tu vas pouvoir laisser Murillo ici. Et donc voilà, là on va dire que c'est Palmieri. Donc Palmieri, tu vas pouvoir le mettre là. Pas le Corse, hein, bien sûr, l'autre. Tu vas pouvoir le mettre comme ça en position défensive avec plutôt le 10, puisque maintenant c'est un petit peu plus comme ça que tu essayes de réorganiser l'équipe. Et en position offensive, tu vas pouvoir lui dire, bah, monte ici, voilà, et fais le 5e homme. Je pense que c'est une configuration qu'on risque de voir, et je suis pas certain qu'elle me plaise beaucoup. Je suis pas certain que encore quand tu mets des pistons sur les côtés, des Merlin ou des Luis Enrique pour déborder, ok, mais là il dit aussi dans sa réponse, il dit vraiment, moi je veux que les mecs qui sont sur les côtés soient des joueurs avec des qualités de dribbleur. À l'époque il y avait encore Jonathan Rowe, ce qui peut aussi se comprendre, mais après, voilà, si vous êtes des fidèles de cette chaîne, vous savez tout l'estime que j'ai pour Murillo. Mais je ne sais pas si j'ai beaucoup envie de voir Murillo et Garcia positionnés vraiment un petit peu de manière fixe ici. De les voir se projeter dans la surface de réparation, c'est génial, ça met encore plus de monde. Mais de les voir positionnés comme ça, je sais pas. Donc voilà, bon, je vais un petit peu refaire un tour sur le chat parce que j'ai bien sûr beaucoup parlé. Ouais, voilà, donc Moser qui me disait tous les latéraux ne sont pas Marcelo période Real Madrid. Bon, c'est vrai que Marcelo, en fait, oui, non, c'est vrai que tu pouvais le placer là, il avait un peu de ballon, il aurait pu s'en sortir, je pense, sans trop de problèmes. Football Addict, la dernière fois, je posais la question, dans son idée de jeu, pourquoi RDZ ne joue pas en 4-3-3, point de basse, avec le latéral qui vient en 6, un peu comme le faisait Sampaoli, est-ce que ce serait pas plus simple ? Ce qui est certain, bon après en fait je pense que c'est une idée assez commune à tout le monde, c'est pas ça, je suis où si, bah, c'est censé être ça, pourquoi mon écran il a disparu? Attendez, mon écran a disparu, on va mettre s'il veut bien. Il vient en rotation Palmito. Fais gaffe qu'il ne... Et ça a l'air, mais fais gaffe qu'il ne finit pas par jouer 40 matchs. J'ai un petit peu peur de ça. Donc, Football Addict, donc, il nous dit, est-ce que ce serait pas plus simple de jouer un peu donc comme... parce que oui, Sampaoli aussi voulait les 5 couloirs, parce qu'il y a ce truc des 5 couloirs. Donc, tu as ces gars-là qui... 1, 2, 3, 4, 5, ils voulaient aussi ça. Tu avais Cengiz, tu avais qui à l'époque de l'autre côté, je me souviens même plus. Tu pouvais avoir du Gerson Payet ici, enfin, ou même ici d'ailleurs. Mais surtout, tu avais aussi Rongier qui était là, tu avais Guendouzi. Je vous avoue, ça passe tellement vite à l'OM, j'ai un peu oublié qui on avait à l'époque de Sampaoli. Mais ça voudrait dire, en fait, vu que tu veux vraiment occuper ces 5 trucs, ces 5 espaces, et que j'ai l'impression aussi que
l'autre obsession un petit peu de Zerbi, mais aussi de beaucoup de coachs, c'est d'avoir donc 5 joueurs en attaque, mais aussi d'avoir toujours un peu cette protection d'avoir 3 mecs derrière. Donc c'est pour ça que si par exemple Murillo partait l'année dernière devant, eh ben on avait du Rongier qui pouvait faire ça. Et c'est vrai qu'Angel Gomez, il a l'air, c'est un joueur, je pense que c'est une des recrues les plus intéressantes et moi j'aime beaucoup Angel Gomez, mais je ne sais pas s'il a autant de facilité que pouvait avoir Rongier à passer d'un poste à l'autre. Donc voilà, donc il y a un petit peu ce truc où il faut toujours que tu arrives comme ça. En fait, le truc avant tout, tu vois, autant on parle de 4-3-3, de 4-4-2, etc. En fait, avant tout, c'est comment tu termines et comment t'animes le tout. Et je pense que finalement, le schéma de base, il n'est pas si important puisque finalement, là, contre PFC, on a eu un truc un peu différent. On a eu déjà des latéraux. Murillo, vous voyez ici, la heatmap, Murillo, c'est un latéral. Garcia, c'est un latéral. Donc on a eu des latéraux et on a eu un truc qui ressemblait à un 4-4-2 ou un 4-2-3-1 avec Gouiri qui redescendait beaucoup plus pour ouvrir des espaces, qui étaient d'ailleurs souvent assez mal pris. Donc on a dit, bah, Gouiri a fait un match assez pourri. Ouais, il n'a pas réussi grand-chose, mais pour moi, il a tenté des choses. Est-ce que j'ai des trucs du PFC? Est-ce que j'ai fait un petit peu des captures d'écran, moi, sur les résumés? Ouais, en fait, quand je dis que c'est un petit peu bordélique, c'est que là, par exemple, le 5e homme, donc qu'on a mis contre le PFC, hop, ici plutôt, le 5e homme qu'on a essayé de rajouter un petit peu en disant bon, on va avoir des projections là, on a mis Weah. Weah, ça a quand même pas été dingue et je ne lui jette pas la pierre non plus parce que j'ai l'impression que souvent Weah, il était un peu perdu sur le terrain. Ici, on le voit sur l'égalisation, il est revenu en position de piston réellement. Donc là, on est vraiment sur encore 3 joueurs axiaux. Comme je vous disais, il y a vraiment cette obsession de toujours avoir 3 joueurs axiaux pour défendre. Et Weah, il est là sur le côté à défendre comme un piston. Et Murillo, il est de l'autre côté. Garcia, il est rentré dans l'axe. T'avais des trucs où des fois j'avais l'impression que les joueurs étaient un petit peu perdus et ce qui est intéressant c'est que là tu as vraiment le 5, les 2 et limite le 10 ici. Ici aussi tu as encore les 3 défenseurs, 2 milieux de terrain, le 10 et ensuite c'est le bordel. Il y a Garcia qui est un peu plus haut. Là il me semble que c'est Weah du coup qui a dézonné. Aubameyang, Gouiri qui pour le coup se sont vraiment comportés comme un duo d'attaquants avec un qui redescend un petit peu. C'est un petit peu confus pour l'instant. La seule chose, moi, que je garde un petit peu, c'est ce truc, on finit, on a 3 axiaux et on essaye d'avoir des mecs dans les 5 couloirs, même si y en a un qui peut redescendre un petit peu plus et on essaye d'avoir 2 comme ça. Mais voilà, en fait, ce qui compte, c'est l'animation. Et là, j'ai l'impression que De Zerbi, il est un peu en train de s'en mêler. Et le plot twist aussi, c'est que notre ami Luis Enrique, qui était, je pense que tout le monde s'est dit, on l'a très bien vendu, etc. Et si on se souvient d'il y a quelques temps, d'avoir un joueur comme Luis Enrique qui peut faire les efforts pour défendre, il y a 1 ou 2 matchs où vraiment il a mal défendu, mais qui peut défendre et attaquer comme il l'a fait la saison passée, ça... Greenwood peut pas le faire, Rowe pouvait pas le faire, Pai Chao on le connaît pas trop mais de ce qu'on a vu il peut pas le faire non plus, Murillo il peut pas le faire aussi bien, il a fait certaines choses, il fait certaines choses assez bien mais il peut pas le faire aussi bien parce que il a quand même été important l'année dernière Luis Enrique. Et moi si j'insistais beaucoup sur Quentin Merlin, c'est que en début de saison Quentin Merlin il faisait aussi un petit peu ça même si on jouait encore à 4 mais
Le très bon début de saison de l'OM, pour moi, il doit aussi au fait que Quentin Merlin qui jouait ici s'entendait très bien avec Luis Enrique qui jouait alors ici et que les deux ensemble combinaient très bien et que ça fonctionnait du feu de Dieu et que lui réussissait à redescendre et au début on défendait à 4, ça passait, puis après c'est plus passé parce qu'il y avait d'autres choses. Mais d'avoir ces joueurs-là qui peuvent faire plein de choses sur le côté, maintenant que Luis Enrique est parti, eh ben, il peut peut-être un peu nous manquer, Luis Enrique. Et ça, c'était pas gagné. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de supporters marseillais qui se disaient ah bah mince, on va rater, il va vraiment nous manquer Luis Enrique. Merlin était aussi milieu par moment dans le carré en bas. Bah, il a surtout été en préparation. Il a un peu débuté comme ça à Brest et très rapidement, il était vraiment redevenu ce piston, mais un piston où on jouait vraiment en 4 et donc mais ça fonctionnait très bien. Merlin, le début de saison, la saison passée, il est super important. Si vous regardez le match à Toulouse, le match à Reims, il est sur les 3/4 des buts. Et vraiment, avec Luis Enrique, il s'entendait à merveille pour aller presser, pour déborder. Ça fonctionnait super bien. Et après, il se casse, Merlin, et ça fait une vraie cassure dans sa saison. Il revient assez mal. Et ça devient compliqué à gérer parce qu'en tout début de saison passée, souvenez-vous, on jouait même comme ça je vais faire ça, puisque Greenwood était vraiment à droite, Harit était axial, on avait un carré, on en avait parlé d'ailleurs, on avait un carré ici avec Kondogbia, Højbjerg, Harit et Luis Enrique qui pouvaient combiner et après ça lançait sur un côté et tu avais plutôt le côté créatif qui était Merlin, Luis Enrique, et le côté tueur qui était Greenwood, Harit. Et ça fonctionnait super bien. Jusqu'au moment, et quand il fallait redescendre, hop, on se redécalait. Murillo était déjà là, mais il montait très peu en début de saison. Et donc d'ailleurs, ça donnait des commentaires où on disait « Ah, mais Murillo, quand on compare à l'apport de Merlin, bah oui, Murillo, il devait défendre en fait. C'est pour ça qu'il n'attaquait pas beaucoup en début de saison. En défense, hop, on revenait comme ça. Donc Merlin redescendait, on défendait à 4 et on avait du monde. Mais après, on a compris que si Luis Enrique redescendait, aider Merlin, Greenwood ne redescendait pas trop, aider ici. Et donc, notamment, le match aller contre le PSG au Vélodrome, le côté droit marseillais, il se fait ouvrir 50 fois, on prend plein de buts, même avant l'expulsion d'Harit. Et après ce match, donc, il y a ce changement tactique où on va se dire, ok, maintenant Luis Enrique va devenir piston. Et franchement, ça a été un énorme changement pour la saison de l'Olympique de Marseille. Donc voilà. Ah merde, putain, tout a disparu encore. Je sais pas pourquoi ma capture d'écran disparaît, je suis désolé. Je parlais, je faisais plein de gestes. Je pense qu'il fait peut-être un petit peu chaud, puisque même si la température a un peu baissé, il fait toujours très très chaud. Mais pourquoi il me... Désolé, l'écran avait disparu. Bon, donc là, pour moi, quand je parle de cinquième homme, je parle voilà, de qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, puisque là, on va voir contre le Paris FC, on n'est plus sur un 4-4-2 et c'est confirmé notamment par les pass maps. Vous savez que j'aime bien les pass maps. Voilà, ici on a les pass maps, les positions, position map, je sais pas comment dire, mais voilà, ici c'est l'OM, on voit bien la ligne de 4, les deux au milieu de terrain et les deux mecs sur les côtés et le duo d'attaquants. D'ailleurs, c'est assez surprenant que sur la carte des positions, Aubameyang est plus bas que Gouiri, parce qu'on aurait pu penser l'inverse. Aubameyang qui a encore fait un match énorme, il me surprend toujours parce que à chaque fois j'ai l'impression, je me dis il est pas très bon dans ses contrôles et tout, mais il est très très fort quoi. Force est de constater qu'en fait mon impression visuelle est mauvaise et qu'en fait il réussit tout ce qu'il fait.
Voilà, donc là, on est passé comme ça, mais quand on repasse en position défensive, c'est parfois un peu le bordel. Et j'ai l'impression qu'à force de vouloir un peu passer en 4-4-2, d'avoir voulu réintégrer Rowe au tout, on prend des risques un petit peu inconsidérés, on casse un petit peu un schéma qui fonctionnait bien. Après, c'est dur à dire parce que d'un autre côté, c'est aussi l'adversaire qui s'était adapté au schéma de De Zerbi. Et donc, il faut changer aussi. Il a aussi ce mérite De Zerbi d'être assez réactif tactiquement, mais bon. Voilà. Snally qui dit RDZ disait qu'il s'adaptait à nos joueurs, qu'il voudrait jouer autrement. Est-ce que là, avec le recrutement, on va jouer autrement? En fait, ce qui est intéressant aussi dans ce que dit De Zerbi depuis le début de la saison là, c'est qu'il n'hésite pas à dire oui, je vais jouer différemment selon que je joue en Ligue des Champions. Je peux mettre Medina. Je peux mettre Medina à gauche par exemple. Si on doit jouer contre Saka qui sera à droite, c'est peut-être mieux de mettre un joueur très fort défensivement. Si on joue contre des équipes plus faibles en Ligue 1, c'est peut-être mieux de mettre un joueur qui va se projeter. Donc je pense qu'il veut s'adapter. Je pense qu'il y a des trucs, c'est 3 joueurs derrière, c'est 5 joueurs devant pour attaquer. C'est un peu une base. Mais ce qui est très compliqué en fait avec De Zerbi, c'est qu'il demande énormément de polyvalence à ses joueurs, vraiment énormément, et qui leur demande aussi des gros efforts, puisque comme on a vu, la position du latéral gauche ou du latéral droit, mais qui va se positionner en tant que milieu axial droit ou gauche, lui, il va être haut, il doit vite redescendre, ça demande des efforts phénoménaux pour aller se repositionner en position défensive. Donc il y a ces efforts-là, il y a un mouvement un peu constant. Ce qu'on a aussi un peu oublié dans tout le drama Greenwood, c'est que dans tout le drama Rabiot, c'est qu'en fait Rabiot il est très intelligent, donc ça lui permettait aussi, tu le plaçais plus haut, mais ça permettait aux autres milieux aussi de se projeter, ça permettait aussi de mieux presser, ça permettait de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que si tu veux, un peu comme le voulait Sampaoli, des joueurs qui peuvent s'adapter un peu à toutes les positions, qui bougent tout le temps et qui dans ce mouvement perpétuel parviennent à créer une animation offensive, Rabiot en fait il est utile parce que il va toujours être bien placé, parce que il va bien communiquer aussi avec ses partenaires. On voit que là Angel Gomez il est encore en phase d'adaptation et que, comme l'a très bien montré Florent dans sa vidéo sur le milieu marseillais, il y a des moments il monte trop, il descend trop, et surtout il monte trop si je me souviens bien. Donc il y a peut-être aussi des phases d'adaptation. Voilà, là on voit des problèmes. Moi le problème principal que je vois qui m'effraie un petit peu, c'est de me dire est-ce qu'on va vraiment passer la saison contre des blocs bas avec à la base une ligne de 4 défensifs, et on va demander au latéral gauche, ok, bon allez, dès qu'on a le ballon, tu vas en position de milieu offensif axial. Je sais pas si j'ai très envie de voir Murillo et Garcia milieu offensif axial gauche et droit assez fréquemment. Ça me fait un petit peu peur. Et le recrutement d'Emerson Palmieri, il me fait aussi un petit peu peur dans ce sens-là. Après, si ça fonctionne, je serai le premier à reconnaître que c'est brillant. Mais pour l'instant, j'ai un petit peu cette crainte de replacer un Rabiot plus haut, et que Rabiot s'impose, c'est une chose. Mais là, si on commence Rabiot, qui est plutôt un milieu relayeur, on lui dit ok, tu vas jouer milieu offensif, ok. Mais là, tu commences à dire à des latéraux, ok, tu vas jouer milieu offensif. Et encore une fois, on en revient à ce truc dans la presse. On est très dans la presse et dans le foot généralement, les personnes qui parlent de foot sur les réseaux sociaux, tout ça, les amoureux de foot généralement, on est très fixé sur
le poste. Le poste du joueur, c'est ça, c'est ça. On voit que les entraîneurs réfléchissent de manière différente. Ils réfléchissent pas en termes de poste, mais en termes de rôle. Donc voilà, là par exemple, l'extrait de la conférence de presse de Zerbi, il est très intéressant parce qu'au lieu de parler d'un latéral gauche, il parle du rôle qu'il veut pour ce joueur qu'il veut recruter. Il dit oui, il nous faut un mec là, mais il nous faut un mec qui va plutôt aller vers l'intérieur, qui va peut-être être moins dribbleur, mais qui va nous permettre de faire des déviations ou de se projeter. Et il dit, et regardez comme ce que Murillo fait sur le but qu'Aubameyang met contre Aston Villa. Donc je pense que voilà, il y a quelque chose qu'il faut que nous qui suivions le foot, nous mettions dans la tête, c'est que les postes, c'est une chose, mais qu'aujourd'hui, le plus important, c'est le rôle que les entraîneurs donnent aux joueurs. Et ça l'est encore 1000 fois plus lorsqu'on a des mecs comme De Zerbi ou Guardiola qui se prennent la tête et qui essayent d'innover. Donc c'est assez important et j'ai un peu peur quand même. J'ai un peu peur, une fois qu'on a dit ça. Post-roll, c'est une chose, mais si tu as un poste qui est un petit peu prédéfini, c'est aussi que tu as certaines qualités qui sont aussi plus fortes chez toi qu'un autre. Je sais pas, par exemple Rabiot, donc il est meilleur techniquement que ne pouvait l'être, que peut l'être par exemple Højbjerg. Et donc on peut plus imaginer qu'avec ses qualités, il va briller plus haut. Et le problème, c'est que quand on réfléchit trop en termes de rôle et pas en termes de position, comme je pense le font certains entraîneurs, on peut aussi arriver à des trucs où on se dit non, son rôle ça va juste être ça, donc je vais mettre Ulysse Garcia milieu offensif axial gauche, et il va faire ça, mais peut-être que ses qualités fortes te permettent pas d'avoir de bien attaquer, parce que pour bien attaquer, à un moment, il faut avoir une certaine qualité technique que Ulysse Garcia et Murillo n'ont pas. Murillo, par exemple, l'année dernière, a prouvé qu'il était excellent pour se projeter et faire des centres assez simples, souvent à ras de terre. Donc ça, c'est une de ses qualités. Est-ce qu'il est très bon pour trouver des passes à 30-35 mètres ou des déviations à 30-35 mètres? Je ne suis pas certain. Donc voilà, c'est aussi confus que ce que je vois du jeu de Zerbi pour l'instant. Et vraiment, le cinquième homme, le mec qui doit faire le numéro 5 dans la ligne d'attaque de l'Olympique de Marseille, il va être la clé contre notamment beaucoup de blocs bas. Même si on joue en 4-4-2 ou en 3-2-4-1 au coup de sifflet au départ, après il faut voir comment ça s'articule et qui va aider l'attaquant, le milieu offensif, etc. et les ailiers à attaquer, parce que on semble aussi plutôt parti pour jouer avec des ailiers, donc c'est un peu particulier. Et je pense qu'on risque de beaucoup changer. Benav qui dit Weah en arrière droit qui monte au milieu semble mieux, non? Weah, par contre, tu peux te dire, Weah, c'est potentiellement le remplaçant de Luis Enrique. Tu pourrais te dire, Weah, il peut faire ce que Luis Enrique faisait. Donc, tu pourrais repasser dans une configuration où tu mets Weah à droite, tu lui dis, en position offensive, tu es ailier, en position défensive, tu es défenseur, tu es piston, quoi. Mais dans ce cas-là, tu n'as que Garcia à gauche. Pour faire la même chose. Et ça veut dire que tu partirais par exemple avec Medina, Balerdi et Murillo. Et tu pourrais repartir un peu comme la saison passée. Ouais, en fait, je pense qu'avec le recrutement, tu peux réussir ce que tu faisais un peu la saison passée. Après, reste à voir si Weah fera une aussi bonne saison que Luis Enrique à ce poste-là. Voilà, après... Mais le truc, c'est que la grande différence aussi cette saison, je pense, c'est la volonté de jouer vraiment avec des ailiers. Encore une fois, souvenez-vous, dans le truc dans l'extrait de la conférence de presse de De Zerbi, il dit vraiment, sur les côtés, je veux des mecs comme Rowe qui savent dribbler. On peut se dire d'ailleurs que le recrutement de Paixão, qui a l'air d'être un dribbleur né, va dans ce sens-là. Donc, tu vas avoir des mecs qui vont dribbler sur les côtés,
comme tu l'as un peu eu sur les tout derniers matchs de la saison passée d'ailleurs, alors que sur la majorité de la saison, tu as plutôt eu des gars qui faisaient l'essuie-glace. Donc c'est ça qui va pas mal changer, je pense, dans la saison de l'Olympique de Marseille. Ça va être, au lieu d'avoir des mecs qui faisaient l'essuie-glace sur les côtés, tu vas avoir des gars qui doivent dribbler. Et donc il faut, voilà, c'est-à-dire, si on part sur un 4-4-2, tu pars sur un 4-4-2, tu vas mettre Paixão et Greenwood sur les côtés, Aubameyang là, et Rabiot s'il est réintégré, ou Gouiri ici. Tu n'as pas les 5 couloirs machin, donc il y en a un qui va plutôt se décaler, et donc il va falloir quelqu'un qui vienne occuper ici. Donc ça peut être un milieu de terrain qui monte, c'est pas trop le cas. Ça va plutôt être un latéral qui va vraiment prendre ça. D'ailleurs, on a vu même dans les matchs de préparation, même par moment, Medina qui allait venir ici, se comporter donc comme un milieu offensif axial gauche. Et j'avais eu ce débat avec des journalistes à l'époque de Tudor, vu que je défendais beaucoup Tudor, qui me disaient oui, mais en fait tu vas aller attaquer avec des gars dont les qualités, avec des défenseurs, donc ça peut expliquer aussi un certain déchet dans la finition. Et je sais pas, et pour moi ça c'est audible comme argument. Tu peux te dire oui, en effet, si c'est toujours Kolasinac et Chancel Mbemba qui doivent prendre tes occasions, peut-être qu'en effet tu vas avoir du déchet. Si c'est toujours Medina et Murillo, tu peux avoir du déchet. Et voilà, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Murillo, qui est l'une des meilleures surprises à l'Olympique de Marseille depuis des années. Même si là, Murillo, il semble un peu perdu, parce que là, on a un peu tout changé, en fait. On s'est un peu dit, allez, on passe en 4-4-2. Là, contre Paris FC, donc vraiment, on va aller voir. Vous voyez, ici, on a vraiment un 4-4-2, quoi. On a vraiment un 4-4-2. Avec Weah, d'ailleurs, est-ce que j'avais pas les captures d'écran que j'avais fait, il me semble que je m'étais dit aussi, elles sont intéressantes pour Weah. Weah qui m'a semblé aussi un peu perdu sur le match. Voilà, ici on le voit avec Ulysse Garcia, et on voit Ulysse Garcia qui fait un signe, on voit Weah qui est tout proche, et d'ailleurs je vous disais, voilà, si tu dois fermer à l'opposé, bon bah Greenwood il est là. On voit qu'on a deux lignes de 4-4-2, voilà. Donc on est vraiment sur un truc différent, mais on sent que les joueurs ne savent pas vraiment où aller, comment faire. Tout le monde regarde un petit peu. C'est beaucoup moins clair que ce sur quoi tu pouvais t'appuyer la saison passée. Donc je trouve que le début de saison de l'OM est un peu bordélique. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu bordélique. Contre le PFC d'Ibenav, c'était peut-être aussi une compo dictée par les circonstances, pas d'ailier de gauche de métier. Oui, c'est ça. Mais pareil, tu vois, imagine-toi, parce que je dis, voilà, Weah, machin. Et d'ailleurs, il a été très critiqué. Ça a été assez loin pour Jonathan Rowe, mais pareil, enfin, Jonathan Rowe, si tu dois revenir défendre, est-ce que tu vas pas être réexposé aux mêmes limites que tu avais la saison passée en début de saison? En fait, en début de saison passée, tu as eu la limite où tu t'es dit « Ah, mais ok, mais les ailiers que j'ai mis, par contre, ils ne peuvent pas venir prêter main forte défensivement à mes latéraux que j'ai potentiellement demandé d'aller très vite devant, donc il y a potentiellement des trous, donc il faut que les deux fassent des efforts, mais si t'avais Rowe et Greenwood, difficile. Si t'as Paixão, je pense pas que Paixão défende beaucoup plus que Rowe. Et Weah, il a quand même plutôt percé dans le monde du football grâce à sa polyvalence et au fait qu'il pouvait jouer piston et que c'est plutôt un rôle qui est recherché. Donc c'est un petit peu flou pour l'instant.
Et je me demande à quoi ça va ressembler. Mais en effet, il y a quelqu'un dans le chat qui disait De Zerbi, voilà, c'est Snally, qui disait il s'adapte à nos joueurs pour jouer, qu'il voudrait jouer autrement, etc., qu'il va s'adapter à nos joueurs. Il y a vraiment un peu de ça. En fait, je pense que selon le profil des recrues, il va y avoir des ajustements. Voilà. Et là, le fait que Emerson Palmieri arrive apparemment, moi, ça me rassure pas parce que ça veut dire qu'on va repartir sur une formation où on va redemander à Emerson Palmieri, ah bah viens ici. Voilà, donc je pense qu'on va avoir pas mal de Palmieri qui va jouer comme ça. Donc je suis pas fan d'avoir Ulysse Garcia ou Murillo. Et pourtant, Ulysse Garcia et Murillo, vraiment, j'insiste, c'est des joueurs qui, je trouve, sont plein de mérite par rapport à leur saison passée. Mais je suis pas fan du fait de les avoir là. Je suis j'ai été très emballé par le fait qu'il se projette. D'ailleurs, Garcia le faisait aussi en fin de saison, qu'il se projetait comme ça. Ça, je suis très fan, j'aime beaucoup, j'ai été très emballé par cette idée-là, mais le fait que tu vas dire à Murillo, comme on le voit là par moment, contre Aston Villa, ou contre Aston Villa, c'était même Garcia qu'on voyait comme ça, ou alors Murillo qu'on voyait ici, vraiment pas en train de faire des appels, mais positionné, vraiment, il est là, et il attend, et il va jouer en 1-2, et en remise, et en machin. Pas fan. Je trouve ça un peu bordélique. Et vraiment, Emerson, son profil, ça m'annonce plutôt qu'on va continuer comme ça. Faut voir après, voilà, comme le dit aussi Docu Smith, l'arrivée au potentiel d'Ahmed Traoré me hype. Oui, Ahmed Traoré, ce serait un profil différent. Et j'ai vu aussi quelqu'un qui disait plus haut, en fait, je suis pas super emballé par le mercato. Ouais, c'est pas faux. En fait, le mercato, quand t'étais, on va aller voir un peu l'effectif là, quand t'étais avec Rabiot, tu dis bah t'as Rabiot, t'as gardé tes hommes forts, même si encore une fois, n'oublions pas que c'est quand même le départ de Luis Enrique. Ok, il avait plein de limites. Bien sûr, mais Luis Enrique te permettait, en fait, entre les joueurs très forts et les joueurs qui te permettent de bien jouer, il y a une distinction et on oublie beaucoup trop souvent ceux qui te permettent de bien jouer. Voilà, Murillo, il te permet de bien jouer parce qu'il s'adapte. Là, il est un peu, là, il s'est pas très bien adapté contre le PFC. Mais Luis Enrique, il te permettait aussi de bien jouer parce qu'il s'adapte. En fait, encore une fois, on revient à ce truc rôle-position. C'est pas des foudres de guerre dans leur poste de prédilection, peut-être. Mais tu peux leur donner plein de rôles différents, ils vont s'adapter. Et là, on a peut-être un peu moins de joueurs un peu comme ça, si on regarde l'effectif. Alors, on a plein de gardiens, c'est bien. Plein de gardiens. Donc après, Egan Riley, il semble aussi plutôt prometteur. Derek Cornelius, il était question peut-être d'un débat. J'avais oublié Paul Lirola. Est-ce qu'il a une expression de visage, Paul Lirola, où vraiment c'est un peu genre, tu m'avais oublié, non, je suis toujours là, pas me casser. Il y a un truc assez marrant avec moi. Bamoméité, merde, j'avais oublié Bamoméité. Oh là là, l'Olympique de Marseille. Parce que Bamoméité aussi, tu pourrais... Ouais, c'est des joueurs qu'on a sacrifiés sur l'autel du trading. Voilà, Kondogbia aussi. Bon, il a été suffisamment critiqué sur le match contre Rennes, mais Kondogbia, ouais, difficile de lui trouver encore une utilité dans cette équipe. Parce que là, en position, ses qualités déclinantes font qu'il est obsolète à sa position. Il y avait eu ce truc à un moment de le remettre un petit peu défenseur central parce qu'on jouait plus bas et il y a un moment
vers octobre-novembre de la saison passée, on a joué un petit peu plus bas et là, il pouvait rendre de bons services en tant que défenseur central gauche. Mais là, si tu joues plus haut, c'est une catastrophe. Putain, Unai aussi, j'en avais oublié aussi Unai. Harit, bien sûr, qu'on oublie tout le temps. C'est mon petit Yanis. Je le connais pas personnellement, mais c'est l'un des joueurs qui m'avait le plus impressionné pendant la campagne de Gambardella, que par contre j'avais suivi d'assez près. Et Bacola, au moins Bacola, on le voit un petit peu jouer. D'ailleurs, Bacola, les suiveurs des équipes de jeunes, ne sont pas surpris de ce que je veux dire, mais je parlais aussi à quelqu'un, je lui disais « Ah ouais, Bacola, moi c'est bizarre, parce que comme je le connais surtout de la Gambardella, Bacola, je le voyais jouer avant-centre avec la Gambardella, et les mecs qui suivaient un petit peu les équipes de jeunes disaient « Oui, mais Bacola, en fait, c'est un milieu de terrain. » Tout le monde me disait ça, et là, quand je dis « Ah ouais, moi je l'ai vu surtout jouer attaquant, Bacola », ça surprend un petit peu, mais j'espère qu'il va faire son trou, parce qu'il jouait beaucoup avant-centre, parce qu'il avait des qualités physiques qui étaient largement au-dessus de la moyenne, et il permettait, il faisait souffler l'équipe, il permettait de faire des choses que personne d'autre dans l'effectif ne pouvait faire. Mais le pauvre Mumbagna aussi, voilà, encore Mumbagna, Meite, c'est des joueurs quand ils sont arrivés, on nous a fait plein de discours, machin. Bon, et c'est même pas des joueurs où on peut se dire oui, bah ils ont floppé, c'est des joueurs qui n'ont pas existé, quoi. Neil Maupay. En fait, t'as plein de joueurs, mais j'ai l'impression que t'as plein de joueurs, mais qu'il y a plein de joueurs, tu ne sais pas ce que tu vas en faire, en fait, dans cet effectif. Et comme vous l'aviez très bien fait remarquer dans le chat, en effet, De Zerbi, il s'adapte quand même à ses joueurs, même s'il y a des trucs structurels, mais après, en fonction des joueurs qu'il a, bah, ça change. Et le problème, c'est que là, l'effectif, en fait, tout le monde saluait le très bon mercato, mais c'est le bordel en fait dans l'effectif de l'OM. Hein. Franchement, on est d'accord, hein, c'est quand même le bordel, quoi. T'as 5 gardiens. Ruben Blanco, il me semble qu'il prend un salaire quand même assez sympa. T'as Delange qui à un moment était un peu annoncé sur le départ, qui apparemment est un très bon gardien, on ne saura jamais. Bon, bien sûr, les gardiens issus de la formation, tout ça, on oublie. En défense, t'as des mecs comme Cornelius, à la limite, tu peux encore lui imaginer un rôle dans l'effectif, mais Bamo Meite et Paul Lirola, ils partent de tellement loin. Voilà quoi, et le pauvre Bamo Meite, on ne saura jamais si c'est un bon joueur de foot. J'espère pour lui, je lui souhaite le meilleur parce que sincèrement, en fait, si on reprend le truc Isaac Touré, Bamo Meite, moi je me souviens de Pablo Longoria qui dit Isaac Touré, c'est un joueur de projet. C'est un joueur important pour le projet. Tu le bazardes contre Bamo Meite parce que tu as vu un très jeune défenseur faire un meilleur match. Tu ramènes Bamo Meite qui n'a à peu près jamais sa chance, une ou deux blessures. Tu le prêtes à Montpellier, peu cher. Montpellier la saison passée. Oh là là. Et tu te dis, putain, le gars qui était là, qui était prometteur, sans doute qu'il a fait des erreurs et tout, mais waouh, t'as sa carrière, le pauvre, quoi, c'est vraiment un move, vraiment un mauvais move, quoi, pour lui. Unai, on a envie de dire, ça ressemble beaucoup au Levchkov de ce monde et aux joueurs. C'est l'un des principes forts du mercato, ne jamais recruter un joueur qui a surperformé sur une compétition internationale. Ok, bon, au milieu de terrain, voilà, il y a Kondogbia, il y a Kondogbia, Harit, ok, Unai, bon, ça fait quand même 3 joueurs. Et en attaque, Neil Maupay, le fils de Zerbi, ce qu'il avait dit l'année dernière de Zerbi, oui, c'est comme mon fils, machin. Mumbagna, qui est encore sur le site, mais il me semble que c'est officiel à son départ, qui est parti.
C'est le pauvre Kylian Abdallah, est-ce qu'il va avoir du temps de jeu cette saison? Franchement, c'est quand même le bordel. Jonathan Rowe qui est toujours là, qui est parti aussi. C'est le bordel en fait, cet effectif de l'OM. C'est le bordel. C'est le bordel. Et d'ailleurs aussi un truc qui m'avait fait, parce forcément on a beaucoup parlé de. Vous pouvez venir sur Blue Sky hein, si vous voulez. Un petit peu Twitter vraiment, j'ai abandonné. Puis voilà, il y a d'autres choses. Mais parce qu'on a beaucoup parlé de Rabiot, mais le cas Jonathan Rowe, il est intéressant quand même. Elie Wahi, 21 ans, allez, ça dégage. Ismaël Koné, 22 ans, si on prend le recrutement l'année dernière, allez hop, ça dégage. Bamam Moïté, 22 ans, allez hop, ça dégage. Jonathan Rowe, 21 ans, l'année dernière, donc ça dégage. Amer Dedic, 22 ans, hop, ça dégage. En fait, il y a de vraies questions à se poser sur la pertinence d'aller acheter des jeunes quoi à l'OM ou la pertinence en fait de se dire Ben Affleck, décidément il a une grande famille en effet même de en fait soit tu es incapable de développer des jeunes, voilà la pertinence de se dire oui le contexte OM on sait qu'il est difficile pour les jeunes parce que c'est un contexte difficile même pour les joueurs plus confirmés. Je pense quand même, il y a quand même quelque chose en moi qui me fait dire c'est possible parce qu'on a déjà développé des jeunes à l'Olympique de Marseille, donc c'est faisable, mais comment j'en reviens toujours à ce que m'avait dit Reynald Nouex, donc dans mon deuxième livre, qui disait quand on veut recruter des jeunes, il faut que tout le monde sache qu'ils vont faire des erreurs, il faut un contexte, il faut se dire ok très bien, vous me dites je dois intégrer 5 jeunes, très bien je vais le faire, mais il faudra que vous sachiez qu'il peut y avoir un peu de perdition. Est-ce qu'avec l'ultra exigence de Zerbi, tu peux vraiment intégrer des jeunes? Il y a quand même la réussite Nadir qu'on espère voir de plus en plus. D'ailleurs ça me rappelle un débat que j'ai eu BFM Provence avec Yacine, qu'on salue, qui me disait oui mais non mais Nadir c'est peut-être un peu trop léger etc. Et il faut recruter encore un milieu de terrain. Moi j'aime bien Bilal Nadir et j'aimerais en fait le truc avec les jeunes aussi c'est que je pense qu'à l'OM on a trop peu tendance à exploiter la matière première qu'on a. En fait c'est ça qui fait que moi les entraîneurs que j'adore c'est ceux qui vont faire tout à l'heure Moser parlait aussi de Bounassar. Rudy Garcia, c'est pas forcément mon entraîneur préféré, mais t'as des joueurs et tu dis ok bon bah je vais faire avec, je vais leur demander des choses différentes, je vais élever leur niveau. Alors qu'à l'Olympique de Marseille, on a plutôt tendance à dire ok j'ai des joueurs, il faut qu'ils soient bons immédiatement, j'ai pas le temps d'élever leur niveau, allez hop ça dégage, achetez-moi un joueur qui est déjà prêt pour ça. Donc en fait, je pense qu'il faut soit voir les choses en face, soit se dire c'est ça l'Olympique de Marseille, on arrête de recruter des joueurs de moins de 23 ans, à moins qu'ils aient eu d'énormes problèmes extrasportifs et que donc leur niveau leur permet d'être dans l'équipe. Mais voilà, faut arrêter faut arrêter. Après. L'autre truc qui n'a plus rien à voir avec le football, c'est que tu dis, malgré tout, ça fait quelques années qu'on se dit « Ah, bah on arrive à revendre ces jeunes. » Oui, c'est vrai, ils sont mauvais avec l'Olympique de Marseille. Mais par contre, comme ils sont jeunes et que leur salaire n'est pas encore monstrueux, économiquement, ils restent intéressants. Voilà, donc après il faut savoir quel type de joueur on veut, quel type de club de football on veut, qu'est-ce que l'on veut, et voilà. Mais en tout cas, l'échec Rowe, c'est encore une fois une magnifique démonstration de l'incapacité de l'OM à être un environnement favorable aux jeunes. Bon. Messieurs, dames, qu'est-ce que je peux vous dire ? Avant de se quitter, je vais vous... je vais faire un peu ma pub quand même. C'est important, c'est important. Donc, vous me retrouverez de temps en temps sur les
Oui, bien sûr que, comme dit Moser, ils te diront que c'est pas un échec vu qu'on le revend plus cher, bien sûr, voilà. Alors, non, c'est pas ça, bien sûr, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, cette saison, vous me retrouverez à raison d'1 à 2 fois par mois sur les cahiers du foot, donc les cahiers du football même, les cahiers du football. Je vais faire des petites chroniques sur l'Olympique de Marseille. La première est en ligne depuis un petit moment. Je pense que la deuxième ne va pas trop tarder à arriver. Voilà, il y a ça. Je vais aussi vous dire que vous pouvez me retrouver, je vais pas pouvoir le dire, je vais aussi travailler sur pour Ici Provence. Après, c'est plus l'animation des réseaux sociaux pendant le match, donc il y a peut-être un peu moins une patte spéciale, mais en tout cas, je serai aussi sur Ici Provence cette saison. Donc, Ici Provence, les cahiers du foot. On va essayer aussi de réanimer un petit peu ces chaînes YouTube, Twitch. Donc on a un projet avec, j'ai deux projets en stock là. Assez rapidement, on va revenir vers vous avec Nico du Marseille Champion Podcast. On va faire quelques vidéos, quelques lives d'ici quelques semaines d'ailleurs, même la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine. Donc ce sera un concept, high concept. Un concept, voilà, un peu pour s'amuser, pour parler de foot. Donc ça va arriver fort pendant la trêve internationale. Vous allez manquer de foot, je serai là pour vous divertir. On sera là pour vous divertir. Et un peu plus tard, il y a un autre projet dont on a commencé à parler avec l'ami Thierry Audibert. Donc voilà, et je vais aussi essayer de faire au moins une fois par mois un live Twitch. On va essayer d'animer tout ça, voilà. Peut-être pas que sur l'OM, on va aussi parler de foot généralement, de Ligue des Champions. D'ailleurs, voilà, notre projet avec Nico là, qui arrive, ce sera plus sur la Ligue des Champions. Et un petit peu plus, il y a un plot twist encore une fois, c'est le mot du jour, l'expression du jour. Et avec Thierry, c'est plus quelque chose un petit peu plus historique. Donc je reviens vers vous très vite dans tous les cas, et puis pour des trucs plus généraux, mais aussi on fera encore quelques petits voilà, débriefs un petit peu comme ça, peut-être pas s'attacher sur un match en particulier, mais plutôt sur des particularités. Voilà, moi cette particularité du latéral gauche, milieu offensif axial gauche là, elle me fait un peu peur et il me semble qu'elle est assez intéressante, et surtout j'ai l'impression qu'on n'en parle pas dans beaucoup d'endroits, donc voilà, si j'ai des choses que je trouve intéressantes à dire sur l'OM, je n'hésiterai pas à faire un petit live. En tout cas, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie d'avoir été avec moi sur ce live, et je vous dis à très vite. Je pense la semaine prochaine, ça devrait arriver. Allez, ciao.